One Piece, le manga le plus vendu de tous les temps, bien au-delà de Dragon Ball d'Akira Toriyama. Ce manga, qui regroupe tant de fans à travers le monde, génère beaucoup de théories tant bien son lore est incroyable. C'est pourquoi nous allons traiter aujourd'hui de 5 théories. Alors on vous invite à rester jusqu'au bout puisque l'une de ces théories nous apprend qu'est-ce que sera le One Piece selon nous. Pour cette première théorie, il est tout d'abord important de préciser qui est Kuna et quelle est son importance dans l'histoire. Kuna est la fille de Koichiro, le maître sabreur de Zoro, qui lui a appris tout l'art de l'escrime et du combat à l'épée. Cette jeune fille est également la rivale de Zoro durant toute son enfance. Elle disparaîtra d'ailleurs le lendemain de sa toute dernière victoire, la 2001e précisément. Et c'est d'ailleurs là que notre réflexion commence. Beaucoup de théories laissent sous-entendre que Kuna ne serait finalement pas morte, car comme Sabo, nous n'avons pas du tout de visuel sur sa mort, et également nous n'avons que des mentions de son décès. Une autre théorie populaire annonce que Tashigi et Kuna seraient en réalité la même personne, et que Kuna aurait donc fui pour vivre une nouvelle vie. Alors bien entendu, ces deux théories que nous venons de citer ne sont pas totalement improbables, et bien entendu nous ne les contredirons pas. Mais pour nous, la théorie est tout autre. Dans notre théorie, nous partons du principe qu'elle est bien morte, car nous avons vu plusieurs fois dans le manga ainsi que dans l'anime sa dépouille avec un drap sur le visage. Mais également, nous avons plusieurs fois la mention de sa tombe. Avant de mourir, elle fait la promesse à Zoro que l'un d'entre eux sera le meilleur sabreur du monde. Mais que ce ne sera pas elle, car les femmes sont vouées à ne pas être plus fortes que les hommes. Ne regardez pas comme ça, c'est pas nous qui le disons, c'est elle-même. Hein. C'est moi qui devrais pleurer, Zoro, crois-moi. Quoi? Je suis une fille. En grandissant, quoi que je fasse, je ne serai jamais aussi forte qu'un homme. Le lendemain du combat opposant Zoro et Kuna, Koichiro, le père de Kuna, annoncera à Zoro qu'elle est morte en tombant dans l'escalier après avoir aiguisé son sabre. Attendez, elle est tombée dans l'escalier et elle est morte. Non, attends, parce qu'on se le dise, dans One Piece, tout le monde a des super pouvoirs ultra puissants qui se foutent dans la tronche et personne n'en meurt. T'as des gens qui sautent de 20-30 mètres et qui atterrissent sans se casser la jambe, et là tu vas me dire qu'elle est tombée dans l'escalier et qu'elle est morte. Est-ce que ce serait pas la mort la plus stupide de One Piece si on part de là? On pense que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Dans la culture japonaise, le suicide est quelque chose d'omniprésent. On parlera même d'un mot qui leur est propre, harakiri, ce qui signifie se sacrifier ou se tuer de façon honorable. Les guerriers des clans Taira ou Minamoto avaient développé une culture qui leur était propre dans le Japon de l'Est, déjà opposée à celui de l'Ouest, où la mort et la façon de mourir avaient une importance toute particulière. On sait que dans One Piece justement, le clan Shimotsuki réside à S-Blue, dans l'Est donc, et est donc très investi dans les coutumes samouraïs du fait de leur passé à Wano Kuni. Mais vous allez me dire, pourquoi s'est-elle suicidée? Eh bien, dans cette coutume, le suicide peut être perçu comme quelque chose d'hostile. On peut se suicider pour attirer le malheur sur un autre et lui imposer une responsabilité s'il nous est proche, ce qui ajoute parfois même la nécessité pour lui de se suicider à son tour afin d'alléger sa conscience. Si l'on accepte cette première définition japonaise du suicide, Zoro entre totalement dans cette idée. Il se résigne totalement à la vie. Entre la grève de la faim, sa résilience face à Mihawk, ou encore son harakiri raté à Wano Kuni, c'était également le seul personnage qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger dans des duels à mort face à des opposants parfois plus forts que lui. Autre motif, le suicide sert de protestation contre une injustice. C'est pour certains le meilleur moyen de montrer leur mal-être à de hautes instances, face à une condition qui déplaît. Ici, la cause est simple. Kuna se rend compte que Zoro va la dépasser et refuse de se faire surpasser. Dans ce contexte, elle a pu se donner la mort dans le seul objectif de montrer cette injustice qui la bouffe et pousser Zoro à toujours se surpasser. On peut également préciser que Kuna en japonais exprime l'oiseau, ce qui veut dire donc qu'elle a un désir de s'envoler, de liberté. Mais on sait également qu'à l'époque de ce chapitre, dans les années 90, le Japon a commencé à lancer de grandes manœuvres pour diminuer le taux de suicide au Japon, et ce en commençant par la censure. Cela expliquerait donc la fausse explication de la chute dans l'escalier. Ce qui ajoute un élément dans cette théorie, c'est également la symbolique. Zoro, durant toute sa vie, aura une personne qu'il ne vaincra jamais. En hommage à cela, Zoro a repris son sabre après son décès, afin de l'emporter partout et de partager tous les combats avec elle. Bien qu'elle fût une femme, on pourra retenir une chose, c'est son sabre qui aura permis à Zoro de devenir le meilleur sabreur du monde, et par prolongement, elle est devenue la meilleure sabreuse du monde avec lui. Tous ceux qui s'intéressent au foreshadowing d'Oda savent exactement de quoi nous allons parler désormais. Barbe Noire, plus communément appelé Marshall D. Teach, a en effet une énorme symbolique autour du chiffre 3. Si on analyse bien le personnage depuis sa première apparition, on remarque qu'il y a 3 pistolets à sa ceinture. Il y a également 3 crânes sur le drapeau de son équipage. On peut également préciser les 3 petites barbichettes qu'il a au menton, ainsi que les 3 griffures qu'il laissera sur le visage de Shanks. À Mocktown, lorsque Luffy rencontre Teach pour la première fois, il dira à Nami: Non. Mais tu te trompes quand tu parles de lui au singulier. Quoi? Mais comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, voyons? Ouais, Luffy a raison, ce type n'était pas seul.
Cette remarque est bien entendu inattendue puisque quand on observe bien la scène, Marshall Dittich, ou Barbe Noire, est tout seul sur la place, entouré de toutes les personnes. Alors, pourquoi cette utilisation du pluriel plutôt que du singulier? Eh bien, selon certaines théories, Marshall Dittich serait en fait un personnage siamois qui aurait en fait ses deux autres frères et sœurs dans son corps. Et du coup, vous me direz, mais en quoi ça nous intéresse? Eh bien, tout simplement, si Marshall Dittich a actuellement 3 corps dans son propre corps, cela veut dire qu'il peut comporter 3 fruits du démon. À l'heure actuelle, il en a 2, celui de Barbe Blanche ainsi que son Logia des Ténèbres. Cela veut donc dire qu'il est en quête d'un 3e fruit du démon. Et plus particulièrement, nous allons parler du 3e empereur qui est Kaido. Depuis la première apparition de Kaido, on nous met en avant son désir de mourir, sans doute lié à son fruit du démon. Son fruit étant le Zoan de la carpe qui ramène à la légende de la carpe Koi, qui, escaladant la cascade, se transforme en un dragon immortel. On peut se dire que l'immortalité de Kaido vient de là. Du coup, les seules personnes supposées pouvant lui ôter cette immortalité sont Trafalgar Law avec son fruit du bistouri, ou Barbe Noire qui pourrait annuler les effets de son fruit et donc de son immortalité. C'est ici que la théorie apparaît. Barbe Noire permettrait à Kaido de mourir et lui volerait son pouvoir pour devenir l'ultime boss de l'œuvre. D'ailleurs, petit foreshadowing, il a annoncé son combat contre Kaido il y a longtemps en disant vouloir pêcher un gros poisson. Si cette théorie se révèle exacte, alors Barbe Noire comportera les 3 fruits du démon les plus puissants de chaque catégorie. Les ténèbres pour le Logia, le séisme pour le Paramecia, et enfin la carpe ou le dragon pour le Zoan mystique. Usopp a annoncé qu'il allait mourir avant de voir le One Piece. C'est en effet la théorie que nous allons aborder désormais. Comme on sait, Usopp est connu surtout pour ses mensonges. Avec son long nez ressemblant au conte de Pinocchio, son nom japonais Usopp est probablement dérivé de Hyssop, qui est la prononciation japonaise de Aesop, un fabuliste grec, et du japonais Huso, signifiant le mensonge. Baratineur de l'équipage au chapeau de paille, les fans ont remarqué un petit détail qui est assez intéressant. Vous vous souvenez sans doute du premier mensonge d'Usopp qui annonçait que des pirates allaient attaquer son île. Et pourtant, comme l'histoire de l'enfant qui criait au loup, tout ça arriva et personne ne le crut. Pourtant, les Mugiwara ainsi que les pirates ennemis arrivèrent le jour même. Oui, vous voyez totalement là où je veux en venir. Tous les mensonges d'Usopp se réalisent un jour. Lorsqu'il racontait à Kaya son combat contre un poisson rouge géant, eh bien, ce poisson apparaît lors de la fuite de Little Garden. Est-ce que Usopp a offert les restes de ce poisson au royaume des lutins? Eh bien, bien sûr, puisque les Tontata s'en souviennent très bien. Usopp qui dit chercher une taupe mythique géante, eh bien, il combattra plus tard un Zoan de la taupe sous le nom de Miss Merry Christmas, membre du Baroque Works. Et lorsqu'il dit qu'il a une prime de 30 millions de berries à Vivi, eh ben, il faudra attendre un peu avant que ça n'arrive réellement. Et il y a tant d'autres mensonges qui sont devenus réalité que vous pouvez trouver très facilement si jamais ça vous intéresse. Oda l'a précisé lui-même dans la couverture d'un de ses chapitres. Le mensonge devient toujours réalité. Mais alors que la plupart de ces mensonges ont été ou réalisés ou expliqués, certains restent néanmoins encore un peu flous. Par exemple, Usopp dira à sa mère avant qu'elle ne meure qu'il découvrira un médicament qui soignera tout le monde. Eh bien, c'est peut-être possible puisque Tony Chopper a justement pour objectif de devenir un médecin capable de tout soigner. Donc ces deux rêves pourraient s'assembler en un seul. Néanmoins, Usopp a dit une phrase qui nous perturbe un peu plus. Même si je devais mourir seul sur une île déserte, je veux pouvoir me dire: oui, Usopp, tu fus un vaillant guerrier des mers. Alors quoi, Usopp va-t-il vraiment mourir? Eh bien, c'est là que notre théorie intervient maintenant. Alors que tout pousse à croire que sa mort est inévitable, nous pensons en fait que cette mort n'est juste métaphorique. Avant de partir de Little Garden, Usopp promit à Brogy le géant de venir un jour à Elbaf, l'île des géants. On sait particulièrement le lien qu'Usopp entretient avec les géants, lui qui est également le chef des Tontata, et on sait également qu'Elbaf est l'anagramme de fable. Ce serait donc le lieu parfait pour l'aboutissement du background d'Usopp. Idem pour l'histoire des enfants qui parlent de capturer un dragon et combattre un cerbère à la même page. Peut-être une allusion à notre théorie précédente qui disait que justement Kaido et Barbe Noire allaient se rencontrer. Le cerbère étant donc Barbe Noire avec ses 3 siamois, et Kaido serait donc le dragon à capturer. Depuis le début, on sait que ce personnage a 2 personnalités. D'un côté, nous avons Usopp, le fameux menteur de l'équipage des chapeaux de paille, et de l'autre, nous avons Sogeking, qui est donc le Sniper King, celui qui a le pouvoir de sniper. C'est d'ailleurs lui qui est le plus connu du public, puisqu'il a en effet toutes les primes en son nom. Si l'on analyse bien les paroles, Usopp se parle à lui-même. Il dira d'ailleurs Usopp dans son monologue. Cette théorie est donc là pour nous dire que Usopp va finalement décider de sacrifier Sogeking. Usopp pour nous ne mourra pas du tout. Mais par contre, il laissera disparaître sa 2e personnalité afin de se consacrer à lui-même et au Mugiwara. Ce serait donc pour lui une façon de dire qu'il s'assume complètement. Cette fois-ci, il mettra le masque de côté et deviendra seulement Usopp, le membre de l'équipage du chapeau de paille.
Usopp sans ses mensonges, sans sa seconde personnalité. Pour ces dernières théories, nous avons décidé de les lier entre elles, puisque la théorie du logo ainsi que la théorie de fin de One Piece, comme vous allez le voir, sont très liées selon nous. Oda l'a dit lui-même, un des plus grands secrets n'a toujours pas été résolu. Et lorsqu'il parle de secret, il dit également que le logo de One Piece cache l'un des trésors que nous cherchons tous. Tout d'abord, derrière le titre, une carte marine. Cette carte symbolise naturellement le monde du One Piece, la quête de la découverte de nouvelles terres, mais on remarque également une boussole en diagonale, montrant nord, est, ouest et sud. Cette boussole, on la retrouve également dans le 15e opening, We Go. Vous voyez donc dans le générique cette croix d'os qui finalement, en se retournant, regroupe Red Line et Grand Line. Elle ne vous rappelle pas quelque chose, non? Eh bien oui, tout simplement, c'est la croix d'os qui est derrière le crâne, dans le haut du One Piece. Si l'on continue cette idée, Red Line est la barre verticale. Une barre verticale, Red Line, le I dans One Piece est en fait une silhouette rouge se tenant à la verticale. Et si l'on persiste encore et encore, qu'est-ce que l'on peut remarquer? One Piece est écrite en 2 nuances de bleu. Un bleu plus foncé sur le dessus, un bleu plus clair sous le dessous. Est-ce que cela ne nous rappelle pas quelque chose? Eh bien, en fait, si, puisque tout le One Piece en bleu ainsi que le I en rouge nous rappelle en réalité All Blue qui entoure Red Line. Alors oui, là vous allez nous dire, mais on joue juste avec les traductions et les sens des mots. Mais si on continue, le crâne dans le haut n'est absolument pas le crâne du drapeau de l'équipage au chapeau de paille. Et si l'on compare au personnage rouge, il semble immense. Un crâne de géant avec un chapeau de paille géant, ça devrait nous rappeler peut-être l'arc de la rêverie, lorsque l'on voit Im placé devant un chapeau de paille géant. D'après certaines rumeurs, ce chapeau de paille aurait appartenu au Joy Boy. Mais bien entendu, rien n'est sûr puisqu'on ne sait rien de ce personnage. Si cela est le cas, le I peut nous rappeler Im. Et le O de One Piece peut à la fois rappeler ce Joy Boy avec ses 2 O qui dominent, ou l'initiale de Olubelu en japonais, signifiant All Blue qu'on a cité précédemment. Enfin, pour terminer l'analyse du logo, on peut se dire que le personnage rouge nous fait penser à 3 personnages que nous connaissons déjà. Luffy, évidemment, Shanks, mais également Goldie Roger. Mais nous allons partir d'un principe un peu plus personnel. Pour nous, ce I n'est autre qu'une clé. Car si l'on regarde bien la forme, elle ressemble plus à une clé qu'à un personnage. Si l'on part de ce principe, sachant que cette clé ressemble également à nos 3 protagonistes avec un chapeau de paille et qu'elle est mise à côté d'un géant avec un chapeau de paille, se peut-il qu'en réalité, la clé du One Piece serait en fait le chapeau de paille. Et là on vous voit arriver avec vos... Mais si le chapeau de paille est la clé, pourquoi Goldie Roger n'a tout simplement pas récupéré le One Piece? C'est là que le reste du logo nous intéresse, puisqu'en réalité, le One Piece a un lien direct avec Red Line et All Blue. Alors, où est-ce qu'on veut en venir? Eh bien, vous allez le savoir maintenant. Au début de l'aventure, une discussion. Luffy annonce à Shanks qu'il veut faire sa propre aventure et qu'il vaincra son équipage un jour et obtiendra le plus grand des trésors. Shanks lui répond alors « Tu me vaincras ?» et lui donne le chapeau, en lui disant qu'il ne devra lui rendre qu'en ayant effectué quelque chose d'immense. Shanks semble alors convaincu d'une chose, c'est que Luffy le surpassera un jour et deviendra un très grand pirate. Shanks semble alors convaincu que cela arrivera. Peut-être grâce à son acquis de l'observation qui lui permet de voir beaucoup plus loin dans l'avenir. Mais la symbolique que l'on a ici, c'est que Shanks pense que Luffy le surpassera et deviendra un des plus grands pirates. C'est pourquoi il lui fournit le chapeau de paille, qui sera pour lui un atout majeur. Autre détail, nous avons les 2 prophéties de Madame Chiarly qui annoncent 2 événements. Tout d'abord, un homme au chapeau de paille détruira l'île des hommes poissons. La seconde prophétie estime que tout cela n'arrivera qu'après la naissance de la fille de Poséidon. Alors pourquoi ces prophéties semblent liées selon nous? Eh bien en fait, ces 2 prophéties annoncent la création de 2 armes antiques. On sait que Franky connaît par cœur les plans de Pluton, donc il serait capable d'en construire une copie ou une alternative. L'arme Poséidon existe puisque c'est la princesse Shirahoshi, la fille de Poséidon, qui en a le pouvoir. Et qu'en est-il d'Uranus? Si l'on rappelle toutes les analyses qu'on a fait du logo, le chapeau de paille est la clé. Et donc, c'est la 3e arme. La réunion de ces 3 armes antiques mène à un seul objectif, la destruction de Red Line et la propagation de All Blue dans tout notre monde qu'on connaît dans One Piece. La destruction de Red Line provoquera ainsi la destruction de l'île des hommes poissons,
mais également en envoyant l'eau d'All Blue dans tout l'océan marin tel qu'on le connaît, apportera toutes les sortes de poissons tels que Sanji a toujours voulu les rencontrer pour les cuisiner. Je pense également que la corde et l'encre signifient un retour à la maison, comme un cycle qui se termine, et ainsi la promesse de revoir la boune se réalisera pour tous. C'est pour ça que selon moi, Roger n'a pas pu obtenir le One Piece, puisqu'en réalité le One Piece est All Blue et qu'il n'est pas transportable. Ainsi, pour pouvoir l'offrir à tout le monde, il est nécessaire de détruire Red Line. Pour finir, je vais ajouter une dernière chose. Pour qu'un pirate trouve un trésor, il faut que la mer lui prête sa force, l'arme Poséidon, mais il faut également que son bateau arrive à bon port, l'arme Pluton. Et enfin, il faut des hommes, un équipage. Ce chapeau de paille à lui seul n'est pas une arme, mais c'est ce qu'il confère. Durant l'œuvre, tout le monde décrira Luffy comme Mugiwara no Luffy, Luffy au chapeau de paille, et son équipage les Mugiwara, chapeau de paille. Alors pourquoi on les nomme par cet accessoire alors que Shanks et Roger l'ont porté et que personne n'en parle? C'est tout simplement parce que Luffy fédère tout le monde par cet unique symbole. Si tout le monde le suit et lui apporte la force des hommes, cette force sera l'arme Uranus. Luffy, pour reconnaître tout son équipage, leur a gravé une croix sur le bras pour savoir qu'ils sont ensemble. Et cette croix, on la retrouve dans le haut de One Piece. C'est ensemble qu'on reconstruira All Blue. Oui, Oda a pourtant démenti que le One Piece serait quelque chose de philosophique lié à l'amitié. Il a d'ailleurs précisé que ce serait quelque chose de matériel. Mais cela n'empêche en rien que cette amitié soit finalement ce qui détruira Red Line. C'est ainsi que cette vidéo 5 théories sur One Piece s'arrête. N'hésitez pas bien entendu à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bien entendu, on sait que la communauté de fans de One Piece est très grande et que vous ne serez pas d'accord sur tous nos avis. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter bien entendu si vous avez envie de nous donner vos avis et à partager car c'est ce qu'il y a finalement de plus important pour nous. C'est au sein de vos partages qu'on arrivera à exister un peu plus, que l'on pourra permettre plus de contenu plus ouvert à un public plus large et on vous attend nombreux pour les prochaines théories. Et n'oubliez pas, nous serons tous les rois des pirates.